Bonjour à tous et merci beaucoup. La guerre entre Félix Tshisekedi et Kagame passe toujours, chaque jour, d'une dimension à une autre. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du refus du Rwanda à ouvrir l'aéroport parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Pourquoi les Rwandais refusent d'ouvrir l'aéroport? Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est une mascarade. Moi je vais vous faire une analyse qui n'est pas parfaite parce que c'est juste on s'ouvre un peu d'intelligence. Mais je vais vous dire mon point de vue à moi par rapport à cette situation. D'abord là, c'est le président Félix Tshisekedi qui de Paris est descendu directement en Égypte. Pourquoi de Paris en Égypte? Bien sûr qu'il y a un événement concernant les musées égyptiens et tout ça. Mais Kagame était là avant Félix Tshisekedi, je crois il y a de cela un mois. Félix y est passé aussi. C'est une guerre, ce sont des bonnes guerres. La guerre diplomatique. Mais au finish, à un moment, le peuple finit par se poser la question, est-ce que ça va finir comme ça? On ne sait pas. Mais essayons un peu de faire une petite analyse par rapport à l'aéroport et puis nous allons venir. Pourquoi les Rwandais refusent d'ouvrir l'aéroport? Je vais vous dire d'abord une chose. La première chose, la perte de l'influence. La perte de l'influence parce qu'en coopérant avec le gouvernement, les M23 et les Rwandais se sont sentis un peu mis à l'écart. Ça devient compliqué pour eux parce que pour eux, ils pensaient qu'ils étaient aussi un autre gouvernement et que la France devrait tenir compte qu'il y a deux gouvernements. Or, la France n'a tenu compte que d'un seul gouvernement. Alors, le Rwanda voulait qu'on place les M23 comme un gouvernement parallèle. Afin que les revendications de Kagame passent quand même, parce que jusque-là, le M23 ne fait que les revendications de Kagame. Ils ne font pas les revendications du Congolais. Ils font les revendications de Kagame. Alors, en faisant ça, c'est déjà un mauvais départ. La deuxième chose, Goma a été sécurisé par des missiles anti-drones. Vous comprenez? Sécurisé par des missiles anti-drones, de sorte que tout avion qui peut survoler autour de Goma et autres, tout ça, rien n'empêche qu'ils ont déjà préparé des choses pour... Alors, quand les avions internationaux vont commencer à descendre à Goma, il y a beaucoup de choses qui seront obligées d'être dégagées. Parce que vous ne pouvez pas brouiller les avions internationaux. Et pendant ce temps-là, les boucliers de sécurité qu'ils ont mis sur Goma peuvent être enlevés. Et à tout moment, la RDC peut frapper. C'est ça, en fait, le plus grand problème. Alors, c'est le plus grand problème. Eux, ils ne peuvent pas toucher à l'avion de la communauté internationale. Ils ne peuvent pas brouiller l'avion de la communauté internationale, bien qu'ils l'ont déjà fait. Mais alors, ça devient un peu trop dangereux pour eux. C'est pourquoi ils ne veulent pas. La deuxième chose, il faut savoir que en venant à Goma, la communauté internationale, les avions internationaux, ils peuvent amener beaucoup trop de gens, mais aussi beaucoup d'ouvriers. Et parmi ces ouvriers, rien n'empêche qu'il y ait aussi des enquêteurs. Et cela peut ouvrir la porte à la commission d'enquête des Nations Unies, qui devrait enquêter sur Goma et Bukavu. L'ordre est déjà donné. Et il y a beaucoup de massacres à Goma. Kagame ne voudrait pas qu'on les découvre aujourd'hui parce que ça sera un scandale. Ça sera terrible. Alors c'est le premier problème, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Ils ont peur des enquêtes. Ils ont peur des enquêtes. La deuxième raison, vous devez savoir, Kagame ne veut pas que son image soit détruite lorsqu'on va on va ouvrir Goma et découvrir. Il fallait peut-être qu'on leur donne le temps, qu'ils puissent effacer des traces. Mais déjà, c'est difficile d'effacer des traces. L'ONU a déjà parlé de 68 fausses communes. Et ça, s'il y a déjà des allers et retours de la communauté internationale, ça risque d'être un problème très sérieux. Troisièmement, ils craignent aussi l'infiltration de Ouazalendo. Déjà, avec les Ouazalendo qui sont autour, le gouvernement peut aussi réussir à infiltrer aussi des gens, et aussi ils craignent. Ça ne veut pas dire que le gouvernement les fera, non, mais à travers les avions. Qu'est-ce qui empêche que les militaires congolais puissent aussi venir à travers les avions? Ils ont aussi peur, c'est une guerre. Dans une guerre, on envisage tout. Autre chose, une autre raison, Kagame est obligé de réduire son emprise, il se sent obligé de réduire son emprise sur Goma. Parce que là, quand il y a des avions internationaux, il y aura des caméras partout. Des caméras partout. Et on va voir, vous voyez là, quand ils sont là, ils gèrent par la force, ils gèrent par la domination, tu joues, on te tue. Mais déjà avec la présence de la communauté internationale, ils n'auront plus assez de pouvoir ni de manœuvres. Et cette présence risque de diminuer les manœuvres de Kagame sur terrain.
Et une autre raison, pour Kagame, l'aide devrait être gérée par les M23, pour qu'eux aussi puissent en profiter, parce que cette aide, il faut reconnaître, c'est 1,5 milliard de dollars. Et aussi, ils ont besoin d'argent. Ils ont aussi besoin de la nourriture, parce que leurs soldats aussi ont besoin de la nourriture au front. Ils voudraient peut-être utiliser cet argent pour nourrir aussi leurs militaires. Il n'y a pas que la population qui a faim, même leurs militaires aussi au front n'ont pas assez d'argent parce que nous, nos militaires sont payés par le gouvernement. Eux, les militaires ne sont pas payés par le gouvernement. Il faut qu'ils aillent voler, creuser de l'or par-ci par-là, trouver de l'argent par-ci par-là. C'est alors qu'ils payent des militaires. En fait, leurs militaires sont des mercenaires. Ils travaillent sur base de salaire. Et c'est compliqué. Ils voudraient aussi peut-être grignoter aussi de cet argent, de l'aide internationale, même s'il y a des nourritures, qu'ils donnent ça à leurs soldats. Et c'est terrible. Alors, quel est l'avantage que le gouvernement congolais a dans cette histoire? Le premier avantage, le gouvernement congolais peut profiter de cette demande française, de l'ouverture de l'aéroport pour faire un assaut sur Goma et libérer Goma. C'est une possibilité. C'est-à-dire, en attendant même qu'on ouvre l'aéroport, le gouvernement peut faire un assaut sur Goma. Avec l'appui diplomatique international, la RDC peut profiter pour dire que non, voilà, nous voulons ouvrir cet aéroport, ça ne sert à rien que les gens, il y a de l'aide internationale, et que les gens empêchent qu'il y ait aide internationale. Le gouvernement peut profiter de ça pour faire un assaut direct sur Goma, envoyer des militaires et libérer Goma. Mais alors, cette histoire quand même permet de découvrir en fait que les M23, en fait les M23 s'est dévoilé, c'est les Rwandais qui est derrière les M23. Il y a un tweet qui est sorti dernièrement, on a dit que Kagame avait dit que j'abandonne la rébellion et tout ça. Moi, c'est Kabila qui est le chef de rebelle. Bon, en fait, je sais que c'était un faux tweet, mais en voyant Olivier parler, c'est comme si quelque part là, Kagame a pris la décision de se dévoiler et dit qu'il n'y a plus rien à cacher parce que le monde entier sait que c'est nous qui sommes rebelles. Alors, ça ne sert à rien de cacher, nous devons dire la vérité. Et là, nous voyons Olivier Ndogoui dire ça. Alors, la dernière question qui reste, cette guerre prendra-t-elle fin sans l'intervention militaire? Est-ce que cette guerre va se terminer sans qu'il y ait intervention militaire? C'est là que je vais répondre par non. Sans la conversion de Kagame, si Kagame ne se convertit pas, il est impossible que cette guerre se termine sans le feu. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. La première raison, Kagame a déjà construit un monument dans la tête des jeunes Rwandais. Il leur a déjà dit que c'est lui le Moïse. Il est venu leur donner la terre promise, et cette terre promise se trouve à Massissi. Alors, le Moïse de Rwandais ne peut pas accepter aujourd'hui se faire tomber comme ça. À moins que Kagame se convertisse et qu'il devienne chrétien, il cesse de servir Satan. C'est alors que cette guerre peut se terminer sans le feu. C'est difficile. Kagame a déjà fait croire aux Rwandais que non, c'est lui le Moïse des Rwandais, il doit leur donner la terre promise qui se trouve à Massissi. Deuxièmement, Kagame a présenté au monde entier qu'il était le génie de redressement économique, sans leur dire que j'ai redressé l'économie économique en volant au pays et en tuant en RDC. Non, il a montré qu'il était le plus intelligent. Et pour le moment, la RDC veut fermer cette porte-là de 50% des minéraux qui nourrit les budgets rwandais. Et comment sera Kagame? Il ne va pas accepter de se faire humilier comme ça, que le monde entier sache qu'il était voleur. Non, il ne va pas accepter. C'est pourquoi il est en train de se battre pour conserver son image et conserver les 50% d'argent du Rwandais. Kagame a négligé l'agriculture. Et puis aujourd'hui, il s'est lancé dans les minéraux. Maintenant, pour revenir à l'agriculture, commencer à gagner, ce n'est pas facile. Et là, il est obligé de se battre. Voilà pourquoi il parle de la guerre existentielle. Donc si les Congolais rêvent que cette guerre va se terminer avec la diplomatie, c'est un rêve qui est vain. Kagame ne peut pas écouter les langages de la diplomatie. Lui, c'est un héros. Il a redressé le pays alors qu'il a caché au monde cette vérité. Mais il ne veut pas que le monde découvre cette vérité. Ce qui fait qu'il ne va pas lâcher la guerre. Il ne la lâchera pas. C'est pourquoi la RDC doit, qu'on le veuille ou non, la guerre se terminera par le feu. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors, quelle est la relation future entre la France Ce qui est sûr, d'après même Alain Juillet et même d'autres analystes, c'est confirmé que les États-Unis ont lâché Kagame. Ça, c'est confirmé. Mais ils ne lâchent pas leurs gens comme ça. Il faut qu'ils trouvent des raisons, il faut qu'ils préparent une opposition, il faut qu'ils préparent autre chose. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qui se passe en Tanzanie, c'est Kagame et Museveni qui disent. Moi, je pense aussi que ça peut être les Occidentaux qui veulent changer certaines têtes en Afrique centrale. Ça a commencé en Tanzanie, ça va tomber au Rwanda, ça va aller en Ouganda. On veut changer certaines têtes, on veut briser la